Bonsoir. Est-ce que finalement on peut pas résumer les problèmes du cinéma français et du cinéma global à Suzanne Lindon? Accroche relativement putaclic, mais ça me faisait rire de commencer par ça. Suzanne, si tu passes par là, ne t'inquiète pas, c'était juste une vanne. Ceci étant dit, j'ai dévoré un livre qui a nourri des réflexions qui me traversent depuis un petit temps et je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour lancer ce nouveau format que j'appelle non vertical, tout simplement parce que vous l'aurez compris, cette vidéo n'est pas en vertical, mais aussi parce que j'ai pas envie qu'on soit dans une sorte de rapport de verticalité. Je ne suis pas un professeur, je ne suis pas là pour vous apprendre la vie, j'ai plutôt envie qu'on discute de tout ça ensemble. Il est 22 h là bientôt, c'est en même temps là que j'ai mes meilleures idées. Du coup, installez-vous. Tout commence il y a quelques mois quand, après avoir vu Valeurs sentimentales de Joachim Trier, qui est l'un de mes films préférés de 2025, je suis donc surexcité et j'ai hâte de savoir ce que tout mon cercle va penser de ce film. Je suis ce mec intense, voilà, moi je suis ce mec intense, j'aime un film et j'ai vraiment envie que tout le monde l'aime, mais en même temps, je ne vais pas le survendre, je vais faire semblant d'être un petit peu genre désintéressé, un peu en mode low-key, genre c'est pas grave si t'aimes pas, mais dans le fond, waouh, j'aimerais vraiment que tu aimes l'un de mes films préférés. Et une de mes copines qui s'appelle Rita me dit qu'elle n'a pas spécialement apprécié le film et qu'elle l'a trouvé relativement bourgeois. De là, je me questionne. Ça fait un petit temps que je me questionne en réalité sur ce rapport à la bourgeoisie dans le cinéma. Mais dans un premier temps, ma question était, est-ce que parce qu'un film raconte l'histoire de gens qui sont potentiellement bourgeois, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas être touché par cette histoire-là? Ceci étant dit, je garde cette question dans ma tête et j'avance dans ma vie. Vous ne le savez peut-être pas, mais en dehors de ma vie de saltimbanque digitale, je suis journaliste. D'ailleurs, annonce officielle sur ce compte, mais j'ai absolument reçu ma carte de presse, mesdames et messieurs. Nous avons reçu dans notre rédaction un livre que j'avais trop hâte de lire et je l'ai piqué à mon boss. Et c'est Bourgeois Gaze de Rob Grams, qui est le rédacteur en chef adjoint de Frustration Magazine. Bref, ça m'a inspiré donc cette vidéo-là et j'avais envie de vous parler de tout ça. Rob, il a une folle envie de parler de cette histoire de bourgeoisie lorsqu'il voit un film que je suis... Enfin, je fais partie des rares personnes qui ont vu ce film, je pense, Rob et moi, on doit être les seuls à avoir vu ce film un peu. Mais nous voyons donc, lui et moi, 16 printemps. Et lui, il voit 16 printemps, je sais pas s'il a vu, oui, il a vu 16 printemps. Sa vie change une fois qu'il voit 16 printemps de Suzanne Lindon, qui est sorti en 2021, me semble-t-il, ou ouais, 2021, quelque chose comme ça. Et ce film est donc réalisé par la fille de Sandrine Kiberlin et Vincent Lindon. Ce film, elle a commencé à l'écrire quand elle avait 16 ans. Elle l'a sorti quelques années plus tard et il a été présenté à Cannes, ce qui est quand même complètement crazy. Le film a le droit à une très très grande couverture médiatique. Et à ce moment-là, Rob Graham se dit « Mais les guys, le film est quand même relativement mauvais. Qu'est-ce que ça veut dire de l'état du cinéma français ?» Bref, je parlerai pas du népotisme parce qu'en vrai, il y a des milliards de gens qui en parlent et qui en parleront mieux que moi, mais c'est sa clé d'entrée dans son essai. Et c'était donc pour ça que j'avais envie de faire de Suzanne Lindon la clé d'entrée dans ma vidéo. Mais moi, j'avais envie de vous parler d'autre chose. Finalement, ce livre, il est hyper intéressant parce qu'il réunit deux choses que j'adore, c'est-à-dire la sociologie et le cinéma. J'ai vraiment adoré ce livre, j'ai plié plein de pages parce qu'il y a vraiment plein de choses qui m'ont intéressé. Et parmi les points que j'avais envie d'aborder, il y a notamment cette dynamique du contrôle de l'art euh, par certains regards, en fait. On parle de bourgeois gaze comme on peut parler de male gaze ou de white gaze en réalité. Ce qu'on peut se dire, ce qu'on peut constater, ce sur quoi on sera d'accord, c'est qu'en vrai, c'est souvent les mêmes personnes qui racontent des histoires. On a souvent en France et dans le monde occidental les mêmes narrateurs, en vrai. Et ce qui est drôle, c'est que ce livre va questionner plusieurs types de narration tout en disant, vous ne vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais en vrai, c'était quand même un regard bourgeois. Qu'on parle de tout ce qui ne se passe pas à Paris, qu'on parle de ce qui se passe en banlieue, qu'on parle de la condition des femmes, en effet. Il y a toujours un regard très bourgeois. Et quand bien même on inclut une sorte de, comment dire, de représentation et qui a une certains films font peut-être preuve d'une sorte de d'inclusivité, c'est rarement une inclusivité qui est relativement intersectionnelle. Et donc c'est clair que en fait le contrôle de l'art par un certain type de personnes et donc une certaine classe
ça découle sur un contrôle des imaginaires et sur notre façon de se percevoir, mais aussi de comment est-ce qu'on se sent dans nos baskets. Plein de personnes noires vous ont déjà dit qu'en vrai, bah, on s'est rarement vu au cinéma en France, on s'est rarement vu à la télé en France, ce qui explique le lien d'âme qu'ont pas mal de personnes racisées avec les États-Unis par exemple. Parce que là où du coup une classe bourgeoise d'ailleurs, afro-américaine a pu éclore suite au mouvement civique, et du coup bah il y a des fictions noires en fait aux États-Unis. En France, on n'a pas grandi avec ça. Et ça a quand même créé une sorte de déséquilibre en fait. Et je pense que ça a aussi créé un déséquilibre sur notre rapport à la France. Mais donc du coup, c'est clair que c'est souvent les mêmes personnes qui racontent des histoires. Et le livre le montre très très bien. Mais en même temps, ça me fait me demander, pour revenir à valeur sentimentale, s'il faut forcément en gros qu'on soit dans un regard non bourgeois pour apprécier un film. Et c'est aussi quelque chose que Rob spécifie dans ce livre, c'est qu'en fait, il ne parle pas de la qualité cinématographique des œuvres, en fait, tu vois. Il y a de très 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 bons films qui sont à 90 000% du bourgeois gaze. Le problème, c'est qu'il n'y ait que ça, en fait. Le problème, c'est qu'il n'y ait pas d'autres propositions. Et c'est là où je pense qu'il y a quand même deux choses qui peuvent coexister, deux choses qui peuvent être vraies à la fois. C'est qu'il y a cette notion du beau et de la mystique dont parle Simone Weil, parce que je suis un peu dans ma philosophie ERA, et elle parle en fait de cette dynamique de contemplation. Je pense qu'il y a des choses avec lesquelles on interagit qui dépasseraient peut-être en fait, j'ai envie de dire, une notion sociologique. Et en même temps, je suis pas si sûr que ça, parce que cette notion de beau, est-ce qu'on peut pas l'associer à la notion de goût, de dégoût, et donc à notre cher Bourdieu, ce gros beau gosse, qui finalement dit que bah, c'est quand même une classe dominante qui va établir ce qui est beau et ce qui mérite d'être entendu. Et puis finalement, quand on réfléchit à tout ça, on est obligé de dire qu'en fait, qui nous donne l'autorisation de faire des films? Parce qu'en fait, autant que ce soit les manias de la presse, que les manias du cinéma, enfin bref, ces gens qui jouissent d'une concentration des pouvoirs, en fait, quand ils vont laisser euh, croire en fait qu'ils vont tendre une sorte de carotte méritocratique qui peut dire qu'on peut tous raconter nos histoires, quelles sont les histoires qui ont le droit d'exister à travers leur prisme. Et donc ce film va aussi parler du coup de comment est-ce qu'on traite la banlieue, et qu'en fait bien souvent ce sont des films qui vont pas tant que ça chambouler la bourgeoisie. C'est des films qui vont rassurer Jean-Pierre qui a vu ce film-là au MK2 Odéon et puis qui va rentrer chez lui, tu vois. Et je trouve ça vachement intéressant parce que je crois que c'est Issa Rae qui disait ça dans une interview. En vrai, quand tu es une personne racisée aux États-Unis même, hein, mais je pense dans beaucoup de pays occidentaux en réalité, quand on te donne l'opportunité de faire un film, souvent, il faut que ce soit un peu une histoire vraie. Tu vois. Et là, j'y pense, alors que littéralement en face de moi, là, j'ai l'affiche de Past Lives, qui est le premier long métrage de Céline Song, que j'ai adoré, que j'ai trouvé génial, qui est une réalisatrice coréenne, enfin d'origine coréenne, canadienne, puis maintenant new-yorkaise. Mais finalement, son premier long métrage de cette femme dont on n'a jamais entendu parler ever, il est produit par un petit, pas vraiment petit, mais un studio de production indépendant, A24, mais surtout c'est son histoire à elle. Et en fait, fréquemment, on remarque que, et regardez, hein, beaucoup de réalisateurs et de réalisatrices qui ne sont pas blancs et qui ne sont pas bourgeois, il faut qu'ils écrivent un truc qui va nourrir un imaginaire et qui est justifiable et qui peut exister parce qu'en fait c'est leur histoire à elles. Est-ce qu'on a le droit à la fiction? Et en même temps, c'est compliqué, et c'est ce que Rob raconte dans ce livre, de faire une fiction sur quelque chose qui va pas dénaturer une réalité prolétaire. Et donc du coup, moi ma question c'est est-ce qu'on peut faire de l'art sur un vécu prolétaire? Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'en fait on nourrit pas la machine? Et en fait mon dernier point c'est les guys, faisons des films avec un iPhone. Moi je passe ma vie à dire que j'ai envie de faire des films mais que je sais pas comment faire, que je sais pas à qui m'adresser, que je sais pas comment ça doit se passer. Et en fait, notamment dans une société, on le voit aux États-Unis où tu as vraiment les méchants des films en fait, littéralement, qui sont en train de racheter des studios de cinéma comme Warner Bros, etc. Je pense à la famille Ellison qui sont des proches de Donald Trump. En fait, je pense que le seul moyen pour qu'on puisse mener une révolution cinématographique, c'est qu'on commence à faire des films qui sont peut-être pas parfaits, qui sont peut-être pas sublimes, mais qu'on les tourne sous fucking téléphone en fait. Montez-les sur CapCut, foutez-les, foutez-les, foutons-les sur YouTube. Et I guess, soyons dans une sorte d'anarchie créative. Enfin, je pense que c'est la seule chose qui nous reste. Et voilà quoi. Bisous. Franchement, j'espère qu'on me voit parce que j'ai pas checké le cadre.
J'espère que mon téléphone n'a pas été raciste.